Direct. Bonsoir les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Alors dans ce live, on va parler aujourd'hui des prochaines montres qui seront attendues, espérées, qui devraient sortir à la rentrée. Donc ça sera basé essentiellement sur des rumeurs ou sur des prédictions avec les rythmes de sortie de constructeurs qui sont connus. Alors ce live sera disponible en replay sur Facebook et je le transférerai également sur YouTube. Et pour ceux qui le regardent sur YouTube, vous pouvez passer voir dans la description, je mettrai les temps pour chaque sujet abordé. Comme ça, si une marque vous intéresse en particulier, vous saurez qu'il faut sauter jusqu'à la minute 4:30 par exemple pour parler de telle marque ou 6:10 pour parler d'une autre. Donc c'est un live, les sujets seront interactifs, on discutera de ce qui vous intéresse. Mais en fait la liste est assez grande hein, parce que la rentrée c'est quand même un gros événement pour les marques parce qu'en général c'est là qu'elles sortent ou qu'elles annoncent les modèles qui seront en vente pour Noël. En général, c'est ça le rythme. Hein. Ils annoncent à la rentrée une nouvelle montre, elle est disponible en octobre et du coup, elle devient bien connue et ça devient une montre qui peut se vendre pour les cadeaux de Noël. Donc c'est en général là qu'ils sortent des montres populaires à destination du grand public et non pas des marchés de niche. Donc il y aura différentes marques. On va faire ça de façon interactive. Donc pour les premiers qui sont arrivés, j'ai encore pas vu passer de j'aime. Dites-moi si le son est bon. C'est le seul truc que je voudrais vérifier. Et puis ensuite, eh ben, on enchaîne sur les premières marques qui peuvent vous intéresser. Alors comme ça, on peut citer Garmin, parce que Garmin de toute façon sort plein de montres, donc ils en sortent toute l'année. Il y aura Suunto, Polar, il peut y avoir TomTom, Fitbit, Wahoo, Samsung. Donc voilà. Premier retour, les sons sont bons, l'image est bonne, je vois vos commentaires, donc on peut y aller. Si vous avez des idées, si vous voulez des précisions sur un modèle particulier, sur une marque en particulier, on va faire un petit sondage là, je vous laisse une trentaine de secondes. Vous me dites de quelle marque vous voulez qu'on parle. Et de toute façon, on les traitera tous. Hein. Je ferai comme d'habitude un live d'à peu près 1 heure. On se gardera à la fin un temps pour des questions libres, si jamais on a le temps. Donc là, on va regarder pendant une trentaine de secondes. Dans les commentaires, vous mettez la marque qui vous intéresse, la marque dont vous voulez qu'on parle. Donc là, je vois passer Garmin, Polar, je vois passer des j'aime, Suunto, alors Stéphane lui va mettre toutes les marques. Suunto, bon pour l'instant c'est Suunto qui a le plus de citations. Garmin, Garmin, ah, du coup les Garmin fans de Garmin se réveillent. Wahoo, alors Wahoo, on en parlera, parce que vous verrez que c'est néanmoins, c'est pas un gros du marché, mais c'est néanmoins quelque chose d'intéressant. Allez, je pense que pour le premier tour, on va donner la victoire des suffrages à Garmin. En numéro 2, il y avait Suunto, mais si jamais, on refera un deuxième tour. Alors Garmin sort toujours plein de montres. Là, ils ont... Sur toute l'année 2018, ils ont en gros rien apporté de nouveau. Ils ont simplement renouvelé leur gamme en ajoutant le lecteur de musique et le paiement sans contact à des montres qui n'en étaient pas pourvues. Donc ils ont sorti le paiement sans contact avec la Vivo Active 3.
Ils ont ensuite sorti la musique avec la Forerunner 645 et depuis, ils sortent la musique et le paiement sans contact sur la Vivo Active 3 Music, le paiement sans contact et la musique sur toutes les Phoenix 5 Plus. Donc ça, je pense, c'est quelque chose qui va continuer. Ça va être leur fil rouge de mise à jour de leur gamme. Du coup, là, il y a plein de gens qui attendent en fait une Forerunner 935 Plus. Parce que pour tous ceux qui cherchent une montre de sport, alors qu'ils fassent du triathlon ou simplement parce qu'ils font plein de courses à pied et qui préfèrent un format plus petit de ce type-là plutôt qu'une grosse, alors c'est pas une Phoenix 5 Plus, hein, mais le format est à peu près le même. Vous voyez que pour quelqu'un qui doit enlever une combinaison de natation lors du triathlon ou qui veut simplement courir de l'ultra trail et qui ne veut pas se trimballer 98 grammes au poignet, le format de la Forerunner 935 est bien. D'autant que Garmin, dans sa stratégie, a fait le choix, ou peut-être même a fait le pari, de mettre exactement les mêmes fonctionnalités maintenant sur leur Forerunner 935 que sur les Phoenix. Donc du coup, naturellement, les gens peuvent s'attendre à une Forerunner 935 Plus qui intégrerait Galileo, la cartographie, la musique et le paiement sans contact. Perso, je ne pense pas, parce que dans le calendrier des annonces des marques, en général, les montres triathlon sont plutôt annoncées avant l'été, parce que les triathlons, tout simplement, ont lieu pendant l'été, donc c'est pendant l'été que les triathlètes achètent leurs nouvelles montres. Et comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, les montres qui sont annoncées en général à la rentrée sont plutôt des modèles qui vont être vendus pour Noël. Donc là, il faut que ça soit une montre grand public qui se vende à des milliers d'exemplaires et qui touche beaucoup plus de gens parce que on ne fait pas des cadeaux que aux triathlètes, quoi. Donc moi, je penche plutôt pour une nouvelle Forerunner 45, c'est-à-dire le modèle de remplacement de la Forerunner 35, qui était vraiment super bien ciblé, hein, qui est sorti à, je ne sais plus si c'est 199 ou 179 euros, qui est bien doté au niveau course à pied, plus quelques sports annexes, qui a quand même la possibilité de faire du fractionné, qui a beaucoup de paramètres de réglage avec des alertes, etc. C'est plus que la montre de base. La montre de base à 99 euros. Donc c'est plus que la montre de base. Depuis, ils ont sorti une Forerunner 30 qui en gros est une Forerunner 35 avec moins d'options, moins de profils sportifs, qui est centré uniquement sur la course à pied. Donc ça c'était l'année dernière. Donc je pense que maintenant, voilà, c'est le bon moment, c'est le bon timing pour sortir sur ce créneau-là une nouvelle montre d'entrée de gamme, Forerunner 45, et qui en plus, avec la musique, serait vraiment un modèle qu'on trouverait à mon avis pas mal sous le sapin au moment de Noël. Après, reste en suspens forcément la question de la Forerunner 245. Alors, puisque traditionnellement, sur les deux générations précédentes, Garmin avait sorti une version allégée et une version haut de gamme de sa montre running. Donc là, on a eu la 610-210, la 620-220, 235, 645, et on n'a pas eu de 245. Cela dit, j'avais dit dans mes tests et dans les avis sur le blog que je pense qu'en fait le créneau de la 245, c'est un peu la Vivo Active 3. Quoi. Pas mal de t-shirts. Ah oui. J'ai pas fait exprès. C'était mon t-shirt du jour. Donc le créneau de la 245, c'est un peu la Vivo Active 3 en fait. C'est-à-dire une version allégée de la Forerunner 645 avec moins de fonctionnalités complexes. Mais bon, la Vivo Active 3, on peut programmer des entraînements de fractionnés. On peut faire pas mal de profils. Donc en fait, il y a pas mal de profils sportifs. Il y a la musique avec la nouvelle Vivo Active 3 Music. Donc je vois pas trop de créneaux pour placer une montre supplémentaire en milieu de gamme qui fasse que du running, donc qui sera forcément, qui n'est pas multisport comme la Vivo Active 3, mais qui ne doit pas être trop haut de gamme parce que sinon il y a la 645. Donc là-dessus, je vois difficilement un créneau pour la 245. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Est-ce que vous pensiez à d'autres possibilités pour Garmin? Ou est-ce que vous adhérez totalement à mon analyse? Bon, on va lancer un deuxième tour. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de décalage entre ce que je vois moi en retour direct sur la caméra et ce qui est en live. Donc je vais laisser un petit peu de temps pour répondre. Donc vous pouvez mettre un j'aime si l'analyse vous convient. Et ensuite on fait un deuxième tour. Alors la marque plus précise en GPS, on en discutera. On va faire d'abord un premier tour sur toutes les marques. Et ensuite on discutera des questions un petit peu générales sur ce qui touche un peu toutes les marques. Donc là, je crois que le deuxième, c'était Suunto. C'est pas mon grade, c'est pas un problème. Suunto, alors là, il n'y a pas vraiment d'infos. De toute façon, ils viennent de sortir ils viennent de sortir la Suunto 9. Là-dessus, bon, il n'y a rien à redire. Ça sera leur haut de gamme. Il y a la Suunto 3 qui est l'entrée de gamme, la montre pas chère, pas de GPS. Entre les deux, il n'y a pas de rumeur. De toute façon, le nouveau modèle vient de sortir, donc la prochaine ne sortira pas forcément tout de suite. Par contre, on peut en déduire, il y a une Suunto 3, il y a une Suunto 9, et entre les deux, on peut imaginer différentes façons de découper la gamme. Alors, soit sortir une Suunto 6 qui serait du milieu de gamme, soit on peut carrément imaginer, si on se projette, si leur idée c'est de se projeter sur le plus long terme, on peut imaginer une Suunto 5, une Suunto 7. Enfin, il y a différentes combinaisons possibles. Là-dessus, il n'y a encore rien, je vous dis, il n'y a aucune rumeur là-dessus, mais c'est à peu près sûr qu'il y aura au moins une montre de milieu de gamme. Et alors pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle sera leur approche. Parce qu'en fait, là, sur les Spartan, ils ont fait le choix de changer que du hardware, c'est-à-dire le format du boîtier et les composants à l'intérieur, altimètre barométrique ou pas, écran tactile ou pas. Et finalement, toutes les fonctionnalités sont les mêmes. Et là, ça va être intéressant justement de voir s'ils sortent une Suunto 6, une 5, une 7, de voir quelle sera leur optique. C'est-à-dire, est-ce qu'ils continuent sur la lignée de on ne sort que des montres multisports qui ont toutes les mêmes fonctionnalités, toute la même base logicielle, ou au contraire, est-ce qu'ils vont se mettre à faire une Suunto 6 qui aura un peu moins de fonctionnalités que la Suunto 9, un peu plus que la Suunto 3, ou alors une 5 et une 7, où la Suunto 5 serait plutôt du running altimètre GPS, et la Suunto 7 running altimètre barométrique, et pourquoi pas fuse track, ou pourquoi pas la gestion de batterie intelligente. Voilà, c'est plus que le modèle, l'indication que va nous donner le prochain modèle, ça sera de voir justement quelle sera leur optique, stratégie sur les choix des fonctionnalités qu'ils vont donner à tous leurs modèles intermédiaires entre le 3 et le 9. Donc après Garmin, Suunto, on peut passer à Polar, Samsung, Fitbit, Wahoo, TomTom. Je vais peut-être vous parler de TomTom. Sauf avis contraire. Donc alors pourquoi TomTom? Parce que en fait TomTom, ils utilisent depuis au moins 3 ans, je crois. Au moins, ils utilisent toujours le salon IFA de Berlin qui se déroule à Polar. Ouais, ok, promis, on passe à Polar après. TomTom donc utilise toujours depuis 3 ans le salon IFA de Berlin, qui est en gros le CES
européen. Donc ça se déroule en Allemagne, à Berlin, la dernière semaine du mois d'août. Et il y a 3 ans, ils ont annoncé la Runner 2. Il y a 2 ans, ils ont annoncé la Runner 3 et l'Adventurer. L'année dernière, ils ont annoncé une mise à jour qui ajoute les smart notifications et des fonctionnalités First Bit sur toute leur gamme. Ce qui était un petit peu décevant du coup de ne pas annoncer une nouvelle montre. Et il y a eu toutes ces rumeurs que que TomTom pourrait quitter le marché des wearables, donc tout ce qui est bracelet, montre connectée et tout ça. Ça n'a jamais été démenti depuis plus d'1 an. Et en fait, je pense que là, ça va être le salon de vie ou de mort de TomTom sur les montres GPS. Parce que, en gros, c'est simple, c'est soit ils annoncent une nouvelle montre et on peut en déduire que TomTom va continuer, soit ils annoncent rien et là, ça sera clair et net, on en déduira que TomTom ne vendra plus de montres GPS. De toute façon, leurs montres sont bradées depuis presque 1 an maintenant. Et donc voilà, il faut attendre cette dernière semaine du mois d'août pour qu'on puisse statuer sur la vie ou mort de TomTom sur ce marché. Ce qui est dommage parce que TomTom finalement était entré sur le marché par l'entrée de gamme, faisait des montres qui étaient simples à utiliser, enfin qui étaient très bien pour les gens qui cherchaient une première montre simple d'utilisation. Et du coup, c'est un peu dommage de se priver de ça quand en face, Garmin monte les prix de ses modèles, Suunto Suunto reste dans une gamme de prix haute avec les Spartan, la Suunto 9. Et donc TomTom offrait une bonne chose d'entrée de gamme, alors qui sera peut-être remplacée, hein. Il y a la Amazfit Stratos par exemple qui est excellente en entrée de gamme, etc. Mais je pense qu'ils n'arrivaient pas à dégager suffisamment de marge pour que leur branche TomTom Sport soit viable. Alors, je pense que là, ça y est, j'ai vu passer plusieurs fois Polar. Alors, Polar va sortir quelque chose de nouveau. Il y a eu une fuite là-dessus où on n'apprend pas grand-chose, mais en fait, ils ont déposé un nom. Et ils devraient a priori sortir 2 montres. Alors, on n'a pas trop de détails, hein. Est-ce que la différence se fera sur la taille du boîtier? Est-ce qu'elle se fera sur les différences de fonctionnalité? Avec une montre plutôt haut de gamme, une montre plutôt milieu de gamme qui serait la remplaçante de la M430. Est-ce que ça serait un peu comme Suunto, 2 montres haut de gamme mais sur des formats de boîtier différents, comme on aurait une Spartan Trainer et une Spartan Sport? Donc là, c'est pas sûr. Ils ont une communication qui est ce qu'elle est. Ils décident de ne rien dire. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose qui filtre. Et même eux, hein, je sais que vous êtes nombreux là-dessus. Vous êtes vraiment nombreux à m'envoyer des messages pour me demander si Polar va sortir quelque chose, à me dire que vous déplorez leur stratégie de com quand vous leur envoyez des mails et qu'ils vous répondent que le message classique, hein, ils travaillent sur les nouvelles innovations pour leurs nouveaux produits et qu'ils y travaillent toujours dessus. Donc bon, je pense qu'il faut leur faire confiance. Ils sortiront quelque chose, donc ils vont remplacer la V800. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ils cherchent à implémenter. Je pense qu'ils ont aussi appris de l'expérience de Suunto. Je vous rappelle, hein, c'est 2 compagnies finlandaises. Et Suunto en 2016 s'est quand même bien planté en sortant une Spartan Ultra avec peu de fonctionnalités qui du coup sur les tests sur internet, les avis sur tous les sites de vente, etc. s'est fait rapidement descendre. Et en fait ils ont mis bien 1 an et demi à arriver à une montre d'un standard qui était celui attendu. En gros, hein, avec la Spartan Barrow, là c'était quelque chose qui était bien. Et là, c'est seulement maintenant, 2 ans après, en sortant la Suunto 9, qu'ils reprennent une dynamique. Donc Polar a fait le choix inverse. Je ne sais pas ce qui a été compliqué à implémenter sur leur montre, mais ils ont fait le choix de ne pas faire d'annonce prématurée et d'attendre d'avoir quelque chose de fonctionnel. Donc du coup, je pense que ça peut aussi être un gros carton pour Noël.
Parce que s'ils sortent une excellente montre multisport avec quelques fonctionnalités un peu nouvelles, type le Fuse Track de Suunto, voilà, il suffit d'une ou deux fonctionnalités qui sont un peu nouvelles, qui sortent un peu de l'ordinaire, et puis ensuite une mise à niveau de tout ce qui est résolution de l'écran, écran de couleur, etc. etc. Je pense que Polar peut sortir un gros carton pour Noël. Simplement, on n'en sait pas grand-chose. Alors, après ça, on a donc fait le tour Garmin, Suunto, Polar, en gros les trois gros du marché. Maintenant, il ne faut pas oublier, alors j'ai la remplaçante, voilà, hein. Les trois gros du marché, donc ceux dont on peut être à peu près sûr qu'ils sortiront quelque chose pour Noël. Merci pour tous vos messages sympathiques, hein. Je vois les retours. Et puis de toute façon, comme d'habitude, à la fin du live, demain, je repasse en revue tous vos commentaires. Et donc s'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu en direct, parce que ça passe au travers et parce que vous ne l'avez pas reposé une deuxième fois, je retournerai et j'y répondrai dans un commentaire. Et puis si jamais vous avez raté le début, vous pouvez toujours voir le replay sur Facebook et sur YouTube dès que je l'aurai transféré, dès que je l'aurai uploadé sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous serez prévenu. Donc on a fait les trois gros. J'ai parlé de TomTom, qui était le leader européen, je crois, ou en termes de nombre de montres GPS vendues. Mais qui est un peu sur la sellette. Maintenant, il y a Wahoo. Alors voilà, allez, puisque Joël demande Wahoo et que personne ne demandait autre chose. Wahoo, alors Wahoo, ça fait plusieurs mois qu'il y a une fuite sur une montre. Alors Wahoo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas un nouveau venu qui sortirait de nulle part. C'est un fabricant de compteurs de vélo qui, pour les spécialistes de vélo, est la marque la plus à même de challenger Garmin sur les fonctionnalités des compteurs. Donc, il y a quelques mois, il y a eu une fuite sur le fait qu'ils soient en train de travailler sur une montre GPS multisport. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit triathlon, mais au moins multisport. Donc il s'appellerait la Wahoo Rival. Il y a 2 semaines, il y a des photos qui sont même sorties. Alors je crois pas que je les ai fait suivre parce que on n'apprend rien, c'est des photos avec l'écran qui est éteint. Donc si c'est fait, enfin, je relaye en général sur le blog tout ce qui est rumeurs, etc. parce que ça permet d'éviter à des gens d'acheter une montre et de voir que 15 jours après que la marque sort une nouvelle montre et de se dire, mince, si j'avais su, même c'était peut-être 150 € de plus ou 100 € de plus, je pouvais avoir le nouveau modèle. Donc des fois, ça fait un peu râler d'acheter une montre qui a 2 ou 3 ans et de voir que 15 jours après, la marque sort une nouvelle montre. Donc c'est pour ça que je publie régulièrement des messages sur des articles sur le blog pour tenir au courant de ce qui va venir sur le marché. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce live ce soir. Mais là, pour le coup, pour Wahoo, il n'y a pas d'autres montres, donc il n'y a pas de risque que les gens achètent une montre un peu dépassée, puisque ce sera leur première montre GPS. Et puis en même temps, c'était juste des photos, donc on n'apprend rien sur les fonctionnalités. Je ne saurais même pas vous dire si c'est un écran couleur, parce que l'écran est éteint sur les photos. Je sais juste qu'il y a un bracelet blanc et un bracelet noir, donc elle sortira en 2 versions. En 2 versions, montre multisport, c'est à peu près tout ce qu'on sait, quoi. Wahoo Rival. Alors c'est étonnant que ça ne soit pas sorti. Le Traeger, oui. Polar, on a déjà parlé, on en reviendra un peu à la fin. Sinon, il y a le replay sur Facebook ou sur YouTube d'ici quelques jours. Mais sinon, on peut en reparler sur la fin, Polar.
Donc on était sur la Rival. Donc là, ça fait plusieurs mois qu'il y a eu des rumeurs. Donc du coup, on pouvait... de toute façon, il y a deux gros moments pour annoncer des montres, à part quand on est Garmin, où on peut se permettre d'annoncer une montre par mois, toute l'année, n'importe quand. Il y a en gros juste avant l'été, parce que là, les gens se mettent au sport, vont s'inscrire à des courses et vont donc chercher des montres. Et puis, vers la rentrée, là, vers septembre-octobre, parce que là, ce sera des montres qui deviendront des cadeaux de Noël quelques mois après, quoi. Donc là, la Rival, elle n'est pas sortie avant l'été. Pourtant, on a eu des photos, c'est pas des montages, enfin, en tout cas, ça n'a pas l'air de montage, ou alors c'est des montages vraiment très bien faits, parce qu'il y a la montre complète, il y a les bracelets, etc. Donc je pense que c'est une montre qui sortira pour Noël. Voilà pour Wahoo, Polar, Suunto, Garmin, TomTom. Donc on a déjà fait 5 marques. Je pense qu'on peut faire encore Samsung, Fitbit, et puis ensuite n'importe quoi que vous pourriez me suggérer. Là je vois OnMove. Alors OnMove, je dois dire, j'ai pas beaucoup d'infos là-dessus. J'ai testé une de leurs montres. Je sais que c'était la deuxième génération, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient. Bon, clairement, maintenant, je la recommanderais pas du tout. Parce que c'était un tout petit écran, noir et blanc, on voyait tous les pixels. La précision GPS n'était pas top parce que elle prenait un point toutes les 5 secondes. Et l'écran était tout petit par rapport à la taille de la montre. Donc ça faisait vraiment montre d'ancienne génération. Et je sais pas trop quelle est l'optique de Decathlon là, sur ce marché. De toute façon, Decathlon, ça sera toujours un peu le bas l'entrée de gamme, mais je ne sais pas si s'ils ont envie de maintenir leur pied sur ce marché, s'ils ont envie de se battre là-dessus ou pas. C'est vrai que pour l'instant, quand on va dans un Decathlon, le rayon électronique, il est rempli de marques autres que de marques Decathlon, ce qui est un peu le contraire de ce qu'on voit dans tous les autres rayons quand on se promène dans un Decathlon. Maintenant, il y a beaucoup de produits de la marque Decathlon et assez peu d'autres marques. Enfin, en tout cas pour les rayons que je fréquente. Hein. Et là, c'est vrai que sur l'électronique, il y a encore beaucoup de marques renommées plutôt que de marques Decathlon, mais je ne sais pas quelle est leur stratégie là-dedans, s'ils ont envie de perdurer. En tout cas, faudrait qu'ils sortent une montre avec un écran en couleur déjà. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur leur montre. Après, j'ai vu passer ceinture cardio samedi, pas grand-chose. De toute façon, les ceintures cardio, c'est un accessoire. Elles sont à peu près toutes compatibles entre elles. Enfin, toutes les marques sont compatibles entre elles, sauf pour celles qui ont quelques capteurs spécifiques, type l'accéléromètre dans les montres Garmin. Mais grosso modo, pour toutes les montres Bluetooth, vous pouvez acheter une ceinture Decathlon et ça marchera très bien. Pour toutes les ANT+, vous pouvez acheter une montre Decathlon, ça marchera très bien. Il faudra juste pas vous tromper dans le modèle. Ils ont un modèle qui fait que Bluetooth et un modèle qui fait ANT et Bluetooth. Après, je vois passer Apple. Alors Apple, il y a assez peu de fuites. Et puis de toute façon, eux aussi, ils peuvent annoncer ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ça sera de toute façon repris sur tous les sites de la toile. Ils ont besoin de faire pas beaucoup de démarches publicitaires pour que leurs produits soient mis en avant sur tous les sites. Donc là-dessus, j'ai aucune info, mais on peut éventuellement calquer ça avec Samsung, puisque là, pour le coup, Samsung, il y a eu des fuites sur la prochaine Galaxy Watch. Donc en fait, il y a eu les Gear S2, Gear S3, ensuite Gear Sport, et là, petit changement de nom, ça va devenir Galaxy Watch. Et je pense que l'idée, c'est de faire une Galaxy Watch 1, Galaxy Watch 2, Galaxy Watch 3, un peu comme l'Apple Watch série 1, l'Apple Watch série 2, l'Apple Watch série 3. On verra à confirmer. Mais le point qui est intéressant sur la Galaxy Watch, c'est que
Alors, d'après la rumeur, hein, comme je dis, tout ce que je dis ce soir, c'est soit des rumeurs, soit des déductions que je fais parce que je connais le domaine depuis le temps que je blogue dessus. Mais ce qui est intéressant sur les fuites, j'ai noté deux choses sur la Galaxy Watch. La première, c'est que le nombre de profils sportifs devrait passer à 40. Alors c'est pas mal parce que de toute façon ça montre. Alors c'est pas en soi, c'est pas une super nouvelle fonctionnalité. Des montres qui ont 40 profils sportifs, il y en a plein chez Polar, il y en a plein chez Suunto, chez Garmin. Je ne sais pas si on est à 40 de base, je pense pas, mais vous pouvez créer des profils perso, donc il n'y a aucun problème pour arriver à 40. Et puis souvent, ça ajoute des sports tellement anecdotiques, que finalement, ce n'est pas des sports qu'on pratique tous à un moment de l'année, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même ça montre l'orientation sportive que Samsung veut donner à sa montre. À l'origine, les Samsung Gear, c'était des montres connectées qui petit à petit se sont vus ajouter des capteurs. Et puis finalement, avec tous ces capteurs, on peut faire du suivi sportif. Donc petit à petit, on augmente les fonctionnalités sportives. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant. C'est que ce que ça veut dire, c'est que Samsung ne va pas rester sur un marché ou sur un public cible de montres connectées, mais va vraiment chercher à élargir son éventail vers le sport. Et ensuite, la deuxième rumeur qui était intéressante, c'est 7 jours d'autonomie en montre connectée. Alors ça, du coup, pour les gens qui s'intéressent à une montre connectée, c'est une super nouvelle, parce que là où toutes les montres Android Wear, c'est 1-2 jours, les Apple Watch, c'est 1 jour et demi. Là, avoir une montre, après on a Fitbit, avec l'Ioniq et la Versa qui sont vers 4 jours. La Gear Sport je crois qui a annoncé à 4 jours et que moi, avec un peu de sport, je dirais plutôt 3 jours de mémoire. Il faudrait peut-être aller retourner voir dans mon test. Mais là, 7 jours, ça veut dire que bon, même pour ceux qui font quelques séances de sport par semaine, ça va ramener ça à 4-5 jours avec un peu d'utilisation GPS. Franchement, c'est super intéressant, quoi. Et là encore, ça veut dire qu'on va aller vers plus d'autonomie sur les enregistrements GPS. Et puis ensuite, recharger moins souvent la montre, c'est moins contraignant et tout, c'est top. Donc je pense que là, il y a vraiment quelque chose à attendre du côté de la Galaxy Watch de Samsung. Et puis peut-être qu'ils sortiront un bracelet, un Gear Fit Pro, quelque chose, on verra. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tente déjà dans tout ce qu'on a cité? Alors, Jim demandait des nouveautés prévues pour les grandes marques. Alors, on a abordé, Jim, tu as peut-être raté le début de la vidéo où on a abordé Garmin, Suunto, Polar. Donc là, tu pourras repartir dans le replay. Et si jamais c'est la question, c'était des nouveautés en termes de fonctionnalités, eh bien, repose-moi la question et comme ça, on abordera peut-être les nouvelles fonctionnalités. Après, dernière marque dont on n'a pas parlé, c'est Fitbit. Là, c'est une rumeur qui est sortie il y a 2 jours, je crois. Alors, c'est pas exactement une montre, c'est un bracelet connecté. On va l'appeler Fitbit Charge 3. En gros, c'est le renouvellement du Fitbit Charge 2. Et là, Fitbit s'éloigne un peu du design bracelet en silicone avec un écran intégré et un bouton soit sur le milieu, soit sur le côté. Et ça va plus être une Fitbit Versa avec un écran plus fin et puis des bracelets, qu'on pourra mettre des bracelets en tissu, des bracelets interchangeables rapidement. Mais là encore, je ne l'ai pas relayé parce que il n'y avait pas grand chose à en tirer, à part niveau visuel. Même sur l'écran, il n'y a pas un superbe écran qui pourrait dévoiler une nouvelle fonctionnalité. Donc là-dessus, on verra s'il y a quelque chose qui s'affine. Je le publierai sur le blog.
Et pour l'instant, voilà, je le cite juste dans ce live ce soir parce que c'est quelque chose qui va sortir pour Noël, hein. Clairement, Fitbit, là, ils vont sortir un produit qui va se vendre à des millions d'exemplaires dans le monde pour Noël, c'est sûr. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Vous pouvez maintenant lâcher toutes vos questions. Si jamais il y a un sujet que j'ai abordé, un point particulier, une marque, une fonctionnalité, un truc, une interrogation que vous avez, voilà, n'importe quoi, hein, sur même une mise à jour logicielle, est-ce que Garmin va mettre à jour je sais pas quoi, Galileo, etc. On va se prendre un petit temps là. Alors Marc qui nous met un commentaire. Forerunner encore plus précis en termes de GPS. Ben oui, non mais enfin. Clairement, là, si vous me demandez aujourd'hui quelle montre précise en GPS acheter, je vous renvoie vers une Ambit 3 Peak. Et je pense qu'il y a encore plein de gens maintenant qui achètent des Ambit 3 pour la précision de leur GPS. Mais bon, après, c'est des compromis. Tout le monde veut une montre plus petite, plus jolie et avec plus de fonctionnalités. Ben forcément, hein, les fabricants, ils rognent un peu sur la taille de la batterie pour faire une montre plus petite. Comme ils ont moins de batterie, mais qu'ils ne peuvent pas faire une montre avec 4 heures d'autonomie GPS, eh ben, ils rognent sur un petit peu le reste. Donc, ils mettent un écran transréflectif, c'est-à-dire un écran qui est super beau à la lumière, mais qu'on ne voit pas bien dans le noir. Ils diminuent l'alimentation de la puce GPS. Donc, à partir de là, ben, voilà, la puce GPS, elle est, au lieu d'être alimentée en continu, elle est alimentée un petit peu moins souvent. Et donc du coup, elle a moins de temps pour acquérir le signal de X satellites. Et au lieu de choisir parmi le signal de, je vais dire de quelque chose, des chiffres de n'importe comment, hein, mais au lieu de choisir parmi le signal de 7 satellites, pour en choisir 4, eh ben, elle en trouve 4, elle garde ces 4. Et puis ben, c'est pas super précis, mais c'est ce qu'elle peut faire de mieux avec ce qu'on lui donne, là. Ensuite, Phoenix 5, un problème sur le VO2 max. Oui, en vélo, il faut un capteur de puissance, c'est ça. En course à pied, pour avoir le VO2 max, il faut un capteur cardio et un GPS. Donc ça permet en fait à la montre de faire une corrélation entre la vitesse à laquelle on court et la fréquence cardiaque. Et ensuite, il fait son extrapolation pour savoir quelle est la vitesse maximale aérobie, et de là, elle en déduit le VO2 max. En vélo, ça suffit pas. Alors j'ai creusé un peu justement là-dessus la semaine dernière, puisque j'étais en train de travailler sur un nouvel article qui parle entre autres de VO2 max. Et donc vous le verrez bientôt sur le blog. Et en fait, en vélo, alors déjà je trouvais bizarre qu'il y ait sur certaines montres, typiquement la Phoenix 5, qui est un VO2 max course à pied et un VO2 max vélo. Alors en fait c'est normal, c'est scientifiquement prouvé. Souvent le VO2 max vélo est 5% de ce que j'ai lu, 5% plus petit que le VO2 max course à pied. Et ça vient tout simplement du fait qu'on sollicite moins de muscles. Et donc comme on sollicite moins de muscles, on sollicite moins l'appareil cardio-respiratoire. Et donc du coup, le VO2 étant le volume d'oxygène maximum, eh ben, en vélo, le VO2 max est un petit peu plus petit que le VO2 de course à pied. Et alors, pour la course à pied, la vitesse et la fréquence cardiaque suffisent à faire une corrélation et à calculer un VO2 max. Mais pour le vélo, il faut un capteur de puissance. En fait, c'est pour avoir une meilleure indication sur l'effort fourni. Et donc, voilà pourquoi tu n'as pas de VO2 max vélo. Ensuite, dans les autres mesures, je ne sais pas ce que tu incluais, mais j'imagine, il y a peut-être le seuil lactique. Là, pour le coup, seuil lactique, il faut mesurer la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc, en fait, il faut une ceinture cardio. Le capteur cardio optique ne suffit pas pour mesurer le seuil lactique.
mais il suffit de mettre une ceinture cardio, d'aller faire une sortie course à pied à une intensité suffisante, parce que si on fait une course à pied à 110 battements par minute, on ne détectera pas de seuil lactique. Là, il faut que la montre, on aille de plus en plus vite, et au moment où la montre détecte que la fréquence cardiaque augmente plus que la vitesse, et ben, c'est à ce moment-là, au niveau de l'inflexion, que la montre détecte le seuil lactique. Donc il suffit d'avoir une ceinture cardio, de courir sur le plat à une intensité suffisante, et ensuite elle détectera le seuil lactique. Donc là, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est comme ça sur toutes les Garmin depuis 1 an et demi, là, les Forerunner 935, les Fenix 5, Fenix 5 Plus. Alors, est-ce que il y a une fonctionnalité, et on va faire un petit tour de table. Est-ce que il y a une fonctionnalité que vous aimeriez voir sur une prochaine montre qui sort à la rentrée? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à trouver? Alors, ça peut être n'importe quoi, hein, on va se donner aucune limite. Qu'est-ce que vous aimeriez trouver dans une nouvelle montre qui sorte à la rentrée et qui ferait que soit tout de suite, soit pour Noël, vous achèteriez cette montre? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous ferait vraiment kiffer? Sachant que là, on ne cherche pas à différencier une marque ou une autre. Alors j'ai Jim qui me demande des avis sur les ceintures. J'ai écrit un article là-dessus, sur des choix des ceintures, sur des fonctionnalités. Parce que maintenant, pour le choix d'une ceinture, avant il suffisait de... déjà le premier critère, pour le critère du confort, c'est avoir une ceinture élastique. Alors j'ai Robin qui dit que toutes les montres haut de gamme sont déjà bien complètes. Ben oui, c'est clair, hein, je pense qu'on atteint là, en fait, je dirais jusqu'à 2016-2017, les marques arrivaient à sortir de nouvelles métriques, de nouvelles choses techniques qui arrivaient à différencier une nouvelle montre. Voilà, dès qu'elle sortait, la Phoenix 3 avec les Running Dynamics, hop, tout de suite, ça démarque de toutes les autres montres sur le marché. Après, il y a eu les Advanced Running Dynamics, la charge d'entraînement. Ouais, mais maintenant, voilà, hein, les marques, elles peuvent pas tous les ans sortir quelque chose de nouveau pour un sport comme la course à pied, qui est quand même maintenant, qui a déjà été étudié sous toutes les coutures, qui est très bien maîtrisé. Donc c'est pas facile maintenant sur le côté technique pour les marques de se différencier. Moi perso, je pense que le nouveau mouvement maintenant, ça va être dans l'analyse et la façon de présenter les données. Franchement, par rapport à toutes les montres que j'utilise, au travers de mes tests, hein, j'ai aussi la possibilité d'utiliser toutes les applications. Enfin, j'ai déjà posté quelques fois, je crois que j'ai posté sur Instagram et puis une fois sur Facebook une capture d'écran de mon dossier sport sur mon téléphone. Et en fait, alors il y a 9 applis par écran et j'ai 3 écrans. Donc j'ai au moins 18 plus 1, j'ai au moins 19 applications pour le sport. Et je viens d'en rajouter une nouvelle cette semaine. Donc je pense que maintenant, c'est ce qu'il faut et ce vers quoi les marques doivent évoluer, c'est faire une présentation des choses, des données qui rendent les choses plus compréhensibles et plus utiles pour les gens qui utilisent les montres. En gros, moi c'est ce que j'ai toujours dit, hein, une montre qui me dit que mon contact au sol est de 320 millisecondes, qu'est-ce que j'en fais? J'ai déjà du mal à savoir ce que ça représente, comment ça s'améliore.
comment le travailler, et qu'est-ce que je dois faire pour l'améliorer. Ça me sert à rien, moi, une montre qui me dit que mon temps de contact au sol est de 320 millisecondes, 305 millisecondes, bon. Et je pense que il faut évoluer vers des choses, non plus vers une présentation brute des données, qui me disent, bah voilà, ta fréquence cardiaque c'est ça, ton temps de contact au sol c'est ça, mais vers des algorithmes, et puis là-dessus l'intelligence artificielle va se mettre là-dedans, etc. Mais qui présentent les choses de manière intelligible, qui me disent, ben voilà, j'ai mesuré telle et telle et telle et telle donnée, je te sors telle statistique, et ça veut dire que tu t'entraînes comme ci, il faudrait peut-être plus que tu t'entraînes comme ça, que tu fasses plus attention à ça, que tu travailles aussi, je détecte que ton point faible c'est tel truc. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses à faire pour que on ne nous présente plus les montres, que ce soit les montres ou dans les applications, hein, mais qu'on ne nous présente plus une liste de données brutes, mais qu'on nous donne des indicateurs, quasiment des solutions, quoi, des indicateurs pour l'entraînement, des suggestions, des solutions voilà, pour l'entraînement, quoi. Alors, j'ai raté 2 messages, hein. Je lis les messages, mais vous pouvez y aller. Vous pouvez laisser vos commentaires, vos questions, je les vois en direct. Je vais essayer de les lire en même temps que je parle, de ne pas trop en sauter. Alors là, par exemple, Stéphane qui me demande mon avis sur la 735. Là, je te renvoie direct sur mon test de la 735 XT sur le blog, dans la colonne à droite, un petit peu en bas. Maintenant, je crois que des fois, je change un petit peu la colonne de droite, mais je crois que maintenant, c'est un peu en bas. Il y a un champ de recherche. Tu tapes test Forerunner 735 et tu tomberas sur mon test. Si tu veux juste mon avis, tu vas dans la conclusion et je pense qu'il y aura à peu près mon avis résumé là-bas dedans. Et les pods. Alors les pods, je sais pas, c'est les cartes. Si c'est le Running Dynamics Pod, je ne l'ai pas testé parce que bon, on me l'a pas proposé, j'ai pas non plus cherché vraiment à le tester. C'est à mon avis un petit accessoire pour vraiment une niche des gens qui cherchent à soit mesurer des running dynamics, ce qui est pas tellement une fin en soi, soit peut-être plus utile ceux qui veulent travailler avec la puissance en course à pied, puisque ça peut permettre d'utiliser les applications de Connect IQ, Running Power, tout en se passant d'une ceinture HRM Run. Et donc je m'y suis encore pas intéressé, mais je pense que j'y viendrai parce que de toute façon c'est un peu la tendance, la puissance en course à pied, ça se développe. Je me suis renseigné un petit peu, on en avait parlé lors du dernier live, je me suis renseigné, donc c'était il y a à peu près un mois, je me suis renseigné un petit peu dessus, j'ai lu différentes études scientifiques pour voir comment c'était utilisé dans l'entraînement. Parce que voilà, moi, si je teste quelque chose, c'est pas juste pour vous dire, ok, ouais, ça mesure les running dynamics. Bon, super, maintenant, ce que je vais essayer au travers de mon test, c'est de vous dire en quoi c'est puissant, comment ça peut être utilisé, quels peuvent être ses défauts ou ses limites. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis à la phase où je me documente et je pense qu'un jour, je vais ouvrir ma boîte mail, je vais envoyer un email à pas mal de fabricants de capteurs de puissance et puis je me mettrai à tester la puissance en course à pied. Alors, là, les montres qui font vibration chez Polar. Alors là, comme ça, de tête, je dirais toutes. Alors peut-être pas la M200, mais M430, oui. V800, oui. M600, oui. Et puis si j'ai besoin, de toute façon, Polar, ils ont un outil de comparaison qui est assez bien fait. C'est hyper complet et vous pouvez comparer différentes montres, mais de tête, à part peut-être la M200, et encore peut-être qu'elle fait les vibrations, je pense que les autres font bien les vibrations chez Polar.
Alors, est-ce qu'il y en a qui ont raté des choses du début? Des rumeurs, Garmin, Suunto, Polar, on a passé TomTom, Samsung, Fitbit et Wahoo. Et Apple un petit peu, mais finalement Apple c'était pour vous dire que je savais pas grand chose et que ils feront une annonce qui aura un retentissement mondial. Donc là vous pouvez y aller dans un commentaire. Garmin, allez on revient un petit coup sur Garmin. Garmin, je vous donne ma conclusion. Ma conclusion, c'est je pense qu'il n'y aura pas de Forerunner 935 Plus, enfin pas à la fin de l'année. Je pense qu'ils vont plutôt sortir un modèle grand public avec pour objectif de viser les ventes de Noël. Et donc pour ça, je verrais plutôt une Forerunner 45. Petite montre entrée de gamme à 200 € ou 230 € là, qui rassemble les fonctionnalités course à pied de base, et lecteur de musique. Puis après, ils y mettront le paiement sans contact parce que c'est quelque chose qu'ils sont en train de pousser en ce moment. De toute façon, sur toutes les montres, ils l'intègrent. Donc voilà. Donc c'est assez sympa pour moi ces formats de live. Je continuerai d'en faire, j'essaie d'en faire un par mois. Si jamais vous avez des idées, j'en profite là parce que vous êtes encore assez nombreux à suivre. Si jamais vous avez des idées de thèmes pour un live, n'hésitez pas à me les suggérer par un message, vous m'envoyez un message direct, ou vous m'envoyez un mail. De toute façon, j'en reçois plein de messages, donc un de plus ou de moins. Si en plus c'est un message intéressant, tant mieux. Donc n'hésitez pas, même on peut en discuter là ce soir. J'ai dû commencer les lives en janvier, juste pour tester, puis en fait ça avait bien marché dès la première fois. Il y a toujours plein de commentaires, il y a toujours plein de j'aime, donc j'en ai vu que ça marche. Puis de toute façon, la communauté Facebook grossit de plus en plus. Mais donc là, si vous aujourd'hui, voilà, comme on est à un mois, même pas, on est à 3 semaines du salon IFA de Berlin, où là, on devrait voir, je pense, l'annonce de Samsung. Je pense que ça viendra au salon IFA à Berlin. Je pense que ça viendra. TomTom, s'ils annoncent quelque chose, annonceront aussi quelque chose à IFA. Sinon, s'ils annoncent rien, c'est que leur branche TomTom Sport est morte et qu'ils vont arrêter de faire des montres GPS. Après, il y aura tous les fabricants de montres connectées, LG, etc. Enfin, plein de montres. Il y aura plein de montres Android Wear, mais ça, c'est plus des montres annexes qui ont assez peu de fonctionnalités pour le sport, etc. Donc, voilà, IFA dans 3 semaines. Et puis après, il y aura les annonces là, de début septembre pour des sorties de montres courant octobre, quoi. Alors, il y a différentes questions qui sont passées. Alors j'en prends une là parce qu'elle est intéressante. On me demande une montre avec cartographie pour faire du VTT. Alors si vous me demandez ça, c'est que vous ne l'avez jamais utilisé encore. Franchement, c'est pas simple. Déjà en course à pied, c'est pas facile de suivre la carto tout en courant. Si vous êtes vraiment dans une forêt, qui a plein de chemins dans tous les sens, la carto elle est toute petite sur l'écran des Fenix, donc maintenant les Fenix 5 Plus, de mémoire c'est 30,3 cm, 1,2 pouces, millimètres, donc 30 mm. Vous pouvez zoomer, mais du coup si vous dézoomez trop, vous ne voyez plus les petits sentiers. Si vous zoomez trop, vous avez un peu du mal à vous situer. Donc en fait, déjà en course à pied, c'est pas facile de regarder la carto en courant. À VTT, je pense que c'est carrément impossible. Et en fait, si c'est possible, c'est que vous faites du suivi d'itinéraire. Et là, en fait, ça apporte rien de plus que si vous faisiez du suivi d'itinéraire avec un fond noir, quoi.
En fait, là, il faut bien en être conscient, hein. Si vous cherchez une montre avec cartographie pour du VTT, chaque fois que vous voudrez consulter la carte, vous allez vous arrêter, quoi. Alors, c'est pas non plus à jeter à la poubelle, hein, parce que ça veut dire que vous êtes aussi capable d'aller faire du VTT sans avoir tracé un itinéraire préalable, n'importe où, et que vous retrouverez toujours votre point de départ. Là, pour le coup, la cartographie, c'est super intéressant, c'est que quand vous faites un retour départ, elle ne vous donne pas juste une direction et une distance en vous disant, voilà, le départ, il est 8 km dans cette direction. Elle vous fait vraiment un chemin qui passe par des chemins et des routes. Donc ça, c'est top. Maintenant, voilà, il faut le savoir. Il faut savoir que on s'arrêtera pour regarder la cartographie. Ce qui n'est pas le cas si par exemple vous optez pour un compteur avec la cartographie, quoi. Parce que là, l'écran est plus grand. Enfin, clairement, hein, le Edge 1030 de Garmin, il est quasiment aussi grand que mon iPhone, quoi. Ah, j'ai pas un iPhone 10. Alors, Stéphane, l'Amazfit 2 de Xiaomi est-elle intéressante? Oui, et en fait, j'aimerais bien que Amazfit annonce une Stratos 2 parce que la Stratos c'est vraiment une montre intéressante en termes de prix, c'est ce que j'avais vu sur le papier, mais lorsque j'ai fait mon test, j'ai vu qu'elle était intéressante aussi en termes de fonctionnalité. Et elle intègre, alors je ne sais plus exactement de tête, hein, je ne sais plus si c'est 6 ou 8 fonctionnalités First Beat. Et ça, c'est quand même un gage de sérieux et du fait que Amazfit a envie de s'engager dans le sport, et dans le sport un peu technique et pas juste une montre entrée de gamme avec un écran couleur et qui donne la distance et la vitesse, quoi. Donc en ça, je trouve que c'est très intéressant. Et s'ils pouvaient sortir une Stratos 2 avec voilà, un capteur cardio un peu plus précis, parce que c'est le point faible que j'avais trouvé, une connexion Bluetooth optimisée parce que elle consommait beaucoup de batterie dès qu'il y avait quelconque accessoire Bluetooth connecté, que ce soit des écouteurs, que ce soit une ceinture cardio, et ça, franchement, c'était dérangeant. Mais donc, si Xiaomi pouvait sortir une Stratos 2, ou ils peuvent leur donner le nom qu'ils veulent, ça serait vraiment intéressant. Bon, on est à peu près, je ne sais pas exactement combien, on ne doit pas être loin d'une heure là pour le live. Je pense que c'est un format pas mal, un petit live d'une heure. On va se donner un dernier tour. Si vous avez des idées pour les prochains lives, on se prend 2-3 minutes pour réfléchir. On est encore assez de cerveau connecté. Je pense vous pouvez avoir des bonnes idées. Il n'y a pas que moi. Enfin, il y a quand même pas mal. Bon, à part les tests de montres qui sont réglés sur les nouvelles montres qui sortent, il y a parfois des articles qui me sont soit suggérés de manière directe par un lecteur, soit parce que les questions reviennent et reviennent, qui font que je décide de traiter ça dans un article pour que tout le monde sache la procédure ou sache comment ça marche, etc. Donc là, si vous avez des idées de live qu'on pourrait faire sur une prochaine fois, voilà, merci à tous ceux qui me disent merci. C'est aussi pour ça que je fais tout ça, hein. J'y passe pas mal de temps, beaucoup de temps. Là, je peux vous dire que le mois dernier, avec le test de la Fenix 5 Plus et la Suunto 9 en même temps, ça a été chargé parce que j'ai voulu vraiment les tester à fond, faire plein de tests. En plus, sur la Suunto 9, pour la précision, il fallait tester tous les modes Fuse Track dans différents environnements, la forêt, pas la forêt, en ville. Donc là, ouais, j'ai vraiment bossé ce mois-là sur ces deux gros tests. Vous voyez, hein, ils font plus de 10 pages chacun, hein, plus les images, etc. Mais là, donc voilà, si vous avez une suggestion pour un prochain live, puis après sinon, vous mettez un j'aime, comme sur les vidéos, comme sur les liens que je partage sur Facebook. Là-dessus, vous êtes vraiment tout plein
à mettre des j'aime, à me dire merci dans les commentaires. Ça, j'apprécie vraiment. C'est vraiment super. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à la mettre. Si vous avez raté le début du live, vous pourrez le voir en replay sur Facebook dans un premier temps, et puis je pense d'ici 2 jours sur YouTube, quand je l'aurai transféré. Si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, vous recevrez une notification dès qu'elle sera publiée. Et puis voilà, sinon après, on se dit au revoir pour ce soir. Demain, je repasse faire un tour sur les commentaires, soit parce que j'ai raté une question, soit parce que vous m'avez donné vous me laissez une bonne idée pour un live. Et puis comme ça, on se donne rendez-vous au prochain live, dans un mois à peu près. Je vais essayer de tenir ce rythme. Alors, ça ne sera jamais programmé, même l'heure, ça dépendra beaucoup de mes enfants. J'attendrai qu'ils sont couchés, j'attendrai que ce soit une phase pas trop chargée. Et donc ça viendra, je vous préviendrai comme ça, toujours comme je l'ai fait là, un petit message sur les coups de 19h pour vous dire est-ce ce soir le live. Et puis sinon, de toute façon, après, vous avez toujours le replay. Mais je sais que c'est intéressant de faire ces sessions en live avec vos questions, mes réponses. C'est toujours, c'est plus dynamique. Ça répond vraiment à vos questions. Parce que des fois, je me fais un peu des idées de tiens, je vais parler de ci, je vais parler de ça. Mais en fait, c'est pas forcément toujours ce qui vous intéresse vous. Donc là, c'est live, c'est assez sympa. Pour moi, j'ai toujours des bons retours. Donc il n'y a pas de raison que ça arrête. Tant que j'ai des bons retours, tant que ça me plaît, on continuera. Allez, bonne soirée.